Alors que les États-Unis ont un nouveau président, retournons en arrière pour évoquer tous les anciens locataires de la Maison-Blanche depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, parlons d'une figure militaire avant tout, le général Dwight Eisenhower. I will faithfully execute the office of President of the United States. An American airplane dropped one bomb on Hiroshima. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. We will make America great again. There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. En 1952, ça fait 7 ans que Truman est président, mais en cette année d'élection présidentielle, il est très impopulaire et après une défaite dans le New Hampshire pour les primaires du Parti démocrate, il finit par renoncer à se présenter. C'est donc Adlai Stevenson qui le remplace et qui sera le candidat démocrate, mais le match est plié, les républicains remportent l'élection. Dwight David Eisenhower devient le 34e président des États-Unis. Mais avant de s'engager tardivement en politique, Eisenhower est avant tout un militaire et pas des moindres, c'est un véritable héros de la Seconde Guerre mondiale. Entre 1914 et 1918, il reste aux États-Unis et son implication militaire est modérée dans la Grande Guerre. Quelques années plus tard, en 1933, il rentre dans l'état-major, mais c'est pendant la Seconde Guerre mondiale qu'il démontre tout son potentiel de leader. Il est nommé en 1942 à la tête du théâtre d'opération européen par le président Roosevelt et il s'installe alors à Londres à l'été 1942, alors que la capitale britannique est constamment bombardée par l'aviation allemande. Eisenhower orchestre ainsi le premier débarquement en Afrique du Nord, celui en Sicile puis en Italie. Les opérations combinées des forces américaines ont été appuyées par des unités de la marine britannique et de la Royal Air Force. Les forces alliées sont sous le commandement en chef du lieutenant-général Dwight Eisenhower de l'armée américaine. Mais son plus grand succès, l'opération qui restera comme l'un des plus grands tournants de la guerre, le débarquement du 6 juin 1944 sur les plages de Normandie, Eisenhower reste dans l'histoire comme celui qui a réussi à coordonner toutes les forces alliées pour cette grande opération. Il parvient à concilier les intérêts des différentes nations impliquées. Au flanc du fameux mur de l'Atlantique, les Alliés ont pratiqué déjà une large brèche. La bataille des plages est gagnée. Le 7 mai 1945, il reçoit lui-même la capitulation de l'Allemagne nazie à Reims. Son succès est total. General Walter Bedell Smith, Eisenhower's chief of staff, gives the Germans the surrender term. Le général Eisenhower figure parmi les principales personnalités de la victoire des Alliés de 1945 et quelques années plus tard, en 1951, le président Harry Truman le nomme commandant suprême des forces de l'OTAN. The wartime commander of Allied forces in Europe returns to the headquarters where the victorious German campaign was planned. General Loris Norstad, NATO commander, greets General Eisenhower at the Paris command post, where the former president guided the mightiest army in history. Mr. Eisenhower is on a private tour of Europe, and his visit to his former SHAPE headquarters is undoubtedly one to bring back memories of those crucial years when democracy was fighting for survival under his leadership. Après la guerre, Dwight Eisenhower est très populaire, son visage est associé à la victoire et à l'élection présidentielle de 1948. Il est courtisé par le parti républicain qui veut en faire son candidat, mais Eisenhower refuse la proposition et Harry Truman remporte cette élection. Mais 4 ans plus tard, les républicains reviennent à la charge, ils demandent à nouveau à Eisenhower de se présenter sous leur bannière. Il finit par céder et se présente donc en 1952. La victoire est quasiment assurée, il est ultra populaire et son programme et ses tendances conservatrices rassurent les Américains. I, Dwight D. Eisenhower, preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God. Et les Américains ne seront pas trop déçus, Eisenhower, que tout le monde appelle Ike, sera un président rassurant conservateur. Avec lui, l'État n'intervient que très peu dans les affaires économiques. La politique intérieure est marquée par une certaine passivité du pouvoir fédéral. Sous sa présidence, le macartisme meurt et son fondateur aussi. À l'international, la tâche est plus compliquée. L'administration Eisenhower doit trouver une issue à la guerre de Corée. Ce conflit en Asie implique directement les États-Unis.
Alors que la Chine est devenue communiste le 1er octobre 1949 avec l'arrivée au pouvoir de Mao Zedong, les États-Unis se demandent si l'Asie orientale ne serait pas en train de plonger dans le communisme. Les États-Unis ont peu réagi à l'arrivée de Mao en Chine et en dehors du Japon, ils ne sont que très peu implantés dans la région. La tentation est donc grande pour Staline, mis en échec en Europe par le containment, de faire avancer ses pions en Asie, et à ce moment-là, la Corée est divisée en deux. Au sud du 38e parallèle, la dictature de Syngman Rhee soutenue par les États-Unis, et au nord, la République populaire de Corée appuyée par l'URSS et les démocraties populaires, dirigée par le général Kim Il-sung. Et ce nom vous dit peut-être vaguement quelque chose, c'est normal, Kim Il-sung n'est autre que le grand-père de l'actuel dictateur de Corée du Nord, Kim Jong-un. He wrote me beautiful letters, and they're great letters. We fell in love. Pour Staline, les intérêts sont multiples, il veut contenir les forces américaines dans la région, il veut menacer leur présence au Japon et il veut contenir la Chine révolutionnaire. Il encourage alors les Nord-Coréens à franchir le 38e parallèle le 25 juin 1950 pour envahir le Sud. La guerre commence. Dans la logique du containment, Truman bombarde aussitôt le nord de la Corée et il envoie des troupes. Les Américains sont d'abord mis en difficulté mais ils parviennent à refouler leurs adversaires loin vers le nord. Mao Zedong décide alors d'intervenir directement dans la bataille. Hitler and the Japanese generals miscalculated badly 10 years ago when they thought we would not be able to use our economic power effectively for the defeat of aggression. Let would-be aggressors make no such mistake today. We want peace and we shall achieve it. Ce conflit contribue à la haine anticommuniste des Américains, et cette haine contribue à l'arrivée d'Eisenhower à la Maison-Blanche, et dans ce contexte tendu, le nouveau président se montre critique vis-à-vis de la politique d'endiguement de son prédécesseur. Il la trouve pas assez ferme et il choisit de la renforcer. Il développe alors la diplomatie dite des représailles massives. Concrètement, il déclare qu'une attaque soviétique contre n'importe lequel des pays du monde entraînerait une riposte nucléaire américaine. Eisenhower prend part personnellement aux négociations pour la Corée, il se rend sur place, mais les discussions sont longues, compliquées surtout à cause du tracé de la frontière entre les deux Corées. Les deux camps ne sont pas d'accord et tout ça prend du temps, mais le 27 juillet 1953, soit 3 ans après l'invasion du Sud par les Nord-Coréens, un armistice est signé pour mettre fin au combat. Les discussions aboutissent donc et c'est en grande partie parce que le dictateur soviétique Joseph Staline est mort le 5 mars 1953 et après ça, l'URSS assouplit sa position. Joseph Staline est mort. Le chef du plus vaste empire du monde a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale. D'ailleurs, de façon plus générale, la mort de Staline est un véritable tournant dans la guerre froide, un tournant plutôt rassurant pour la paix du monde. Les relations entre les deux grandes puissances se détendent, les échanges se normalisent. Entre Eisenhower et Nikita Khrouchtchev, le nouveau dirigeant de l'URSS, on ne parle pas de réelle détente, mais bien d'une coexistence pacifique forcée par le fait que les soviétiques possèdent désormais l'arme nucléaire, et tout le monde se rend compte alors des conséquences que pourrait avoir un nouveau conflit mondial. C'est l'équilibre de la terreur. C'est dans ce contexte que Eisenhower est largement réélu en 1956 contre le même adversaire d'il y a 4 ans, Adlai Stevenson. Pour le reste de sa présidence, les relations avec l'Est sont variables et cet équilibre survit à l'automne 1956 et à la crise du canal de Suez. C'est là que l'on voit la grandeur de votre civilisation. Construire pareil ouvrage il y a 4000 ans, il fallait être visionnaire. Le canal a été construit il y a seulement 86 ans. Ah bon? En tout cas, quelle fierté pour votre pays. Le canal a un statut international, la compagnie qui le gère est à majorité anglaise. Rien de tout cela n'est égyptien. Le canal de Suez, c'est un point de passage essentiel dans le commerce mondial. Il relie la mer Rouge et la Méditerranée en passant par l'Égypte et Nasser, dirigeant égyptien, nationalise le canal de Suez en 1956. Il s'approprie donc le canal. Désormais, c'est l'Égypte qui décide qui passe et qui ne passe pas. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Les anciennes puissances colonisatrices de la région, la France et la Grande-Bretagne, appuyées par l'armée israélienne, attaquent alors pour dissuader Nasser. Mais la coalition se heurte à une chose qu'elle n'avait pas envisagée, la condamnation de cette attaque par les États-Unis et l'URSS. Cette entente entre les deux grandes puissances est inédite et cette décision commune fait reculer les puissances européennes.
et contribue au réchauffement des relations Est-Ouest. What's up, brah? Le grand symbole de ce renouveau dans les relations entre Américains et Soviétiques, c'est la visite de Khrouchtchev aux États-Unis pour rencontrer Eisenhower à Camp David en septembre 1959. Camp David, c'est la résidence secondaire des présidents américains et cette rencontre au sommet n'aboutit à rien de concret, mais la relation existe, cette rencontre le confirme, le dialogue est possible entre soviétiques et américains. La présidence de Dwight Eisenhower, c'est tout ça, c'est aussi la création de la NASA, l'intégration de l'Alaska et de Hawaï comme État de l'Union, mais le républicain ne peut pas se représenter après 2 mandats successifs, il laisse donc sa place à un démocrate bien connu dans l'histoire américaine. John Fitzgerald Kennedy est élu à son tour président des États-Unis.